Les nouvelles aventures de Gulliver par Daniel Hollander aux éditions Atramenta et en vente aussi sur Amazon. L'île aux perroquets. Où notre héros découvre une nouvelle île. Après avoir voyagé plusieurs jours sur une mer assez calme, Gulliver se retrouva au large d'une île dont l'aspect accueillant attirait vers son rivage un nombre incalculable de nefs, barques, esquifs et vaisseaux en tout genre. Notre ami se sentit irrésistiblement pris dans un fort courant de nord-ouest, et sans lutter vraiment pour garder son cap initial, il manœuvra toutefois de manière assez habile. Réussissant à éviter toutes ces circulations navales, il toucha enfin à bon port. L'animation qui régnait était intense, et nul ne se serait cru aux portes d'une île, assez petite finalement. Fatigué par une semaine passée en mer, il décida d'y faire une halte, non seulement pour y reprendre des forces, mais aussi pour s'enquérir des us et coutumes de ce royaume, tout à l'affût qu'il était de mettre à profit le fabuleux voyage dont il était malgré lui le protagoniste. Qui sait, pensait-il, si quelque invention ou lumière de cette société ne pourrait être bénéfique en Angleterre? Car malgré les mois et même les années qu'il avait passés dans ces rivages lointains, il gardait le secret espoir de revoir un jour sa chère patrie et son roi. Mais il dut se l'avouer, son cœur était lourd, loin de sa bien-aimée. Il tremblait à l'idée qu'elle fût lasse de l'attendre. Ses pensées quittèrent rapidement son esprit, et revenant à sa situation première, il s'empressa de découvrir les charmes et merveilles de cette île, tout en restant sur ses gardes, échaudé qu'il était de ses récentes expériences dans les royaumes de Lilliput et de Brobdingnag. « Hola, monsieur !» l'interpella une voix nasillarde et énervante au possible. « Oula !» répondit Gulliver, sans même voir son interlocuteur. « Êtes-vous nouveau ici? Il faudra vous inscrire, sans tarder, dans notre registre, le mieux gardé de l'île. Rassurez-vous, cette formalité est absolument gratuite, car nul impôt n'est collecté par notre souverain. » Gulliver, surpris par une telle déclaration, scruta avec plus d'attention les environs et aperçut un perroquet d'une variété exquise qui lui adressait la parole depuis le début. « Dites-moi, cher volatile, il est exact que je viens de débarquer ici, mais je connais bien le monde, et j'ai, par un hasard incroyable, foulé le sol de bien des contrées sous vos latitudes. Ainsi, sans vouloir m'immiscer dans les affaires de votre royaume, par quel prodige, quelle magie, votre gouvernement peut-il fonctionner sans collecter le moindre impôt ou la moindre taxe, non seulement de ses sujets, mais aussi des étrangers qui, comme moi, abordent vos rivages? » Le curieux volatile qui s'était approché ne cessait de jacasser et fut bientôt rejoint par toute une bande bigarrée. Tous parlaient en même temps. Il lui disait en substance qu'il fallait absolument s'inscrire sur le registre de l'île, que c'était tout à fait gratuit, et qu'un nouveau nom lui serait donné, particulier, protégé, lui permettant d'accéder aux services et loisirs de ce lieu, ainsi que pour se rendre utile, si le cœur lui en disait, à quelque emploi le temps de son séjour. Gulliver, abasourdi par la marmaille à plumes, se décida enfin et choisissa, sans réfléchir vraiment, un perroquet aux couleurs un peu plus chatoyantes que les autres. « Bien, dit-il, que dois-je donc faire ?» Le précieux cacatuidé lui expliqua en détail l'opération qui, selon lui, ne prendrait qu'une minute. Il suffisait de lui remettre le parchemin royal, garant de son identité, et en échange, le temps de son séjour, Gulliver recevrait un nouveau nom. Il accepta. Et c'est ainsi que commencèrent pour Gulliver, devenu Gulli, ses aventures dans l'île aux perroquets. Où l'on découvre les avantages et les tracas de l'île. Gulli, ayant séjourné là quelques semaines, trouva enfin un endroit tranquille pour écrire tout ce qu'il avait découvert et entrevu, ce qu'il avait compris et ce qu'il avait laissé totalement perplexe.
Avoir un moment à soi était en soi, ma foi, tout un exploit. L'île était infestée de perroquets, et désireux qu'ils étaient tous de trouver un maître qui pourrait les nourrir et les entretenir, ils n'arrêtaient pas une minute de piailler, de jacasser, d'émettre des cris et des chants, tous plus énervants et envahissants les uns que les autres. Gulli dut se rendre compte que, s'il ne coûtait absolument rien d'acquérir un de ces volatiles, son entretien quotidien, qui demandait beaucoup de temps, graines, cages et tout ce qui contribuait au bien-être d'une mascotte, dépassait largement ce qu'un honnête homme pouvait se permettre. De plus, ils étaient assez fragiles, sujets aux infections et virus, et souvent malades. Il fallait donc sans cesse veiller sur leur santé délicate. Gulli en entretenait 3, au moyen d'une rente que lui octroyait la cour de l'île, car il avait obtenu, grâce à son premier volatile, une place assez enviable d'ambassadeur des terres lointaines. Il représentait donc et siégeait, mais il lui semblait que son unique fonction fût de trouver quelque moyen de rejoindre l'Angleterre, pour permettre aux perroquets caquetants de trouver de nouveaux maîtres. Gulli aussi cherchait à rejoindre son pays, pour une toute autre raison, mais il savait maintenant qu'il prendrait bien soin de ne laisser monter aucun perroquet à bord. Quelle étrange contrée! Il ne sut en dire davantage, tant les merveilles et les troubles lui envahissaient l'esprit. Son inscription première lui avait enseigné quelques sages leçons. Malgré les promesses du volatile bigarré de garder son identité secrète, très rapidement de nombreux oiseaux l'avaient abordé, certains effrontément. Ils savaient déjà tout sur lui. À chaque fois, le scénario était le même. Pour tout commerce ou toute transaction, depuis le plus simple achat d'une denrée, une invitation au bal, la signature d'un contrat, et jusqu'aux déclarations à la magistrature, il fallait un perroquet. Celui-ci était mandaté et finalisait l'affaire. Mais, et c'est ici le prodige, le volatile n'était même pas obligé de se déplacer. En effet, les perroquets utilisaient entre eux un langage tout à fait spécial, et chaque volatile était sans cesse en train de jaser avec son compagnon, lui communiquant tous les détails de l'entreprise. C'était donc cet autre compère qui transmettait le message à son tour. Or, l'île en était si densément peuplée qu'il suffisait à un perroquet de criailler une chose, et celle-ci se répandait aussitôt sur toute l'île, arrivant instantanément à la personne à qui s'adressait le courrier. Ces animaux étaient de plus doués d'une mémoire prodigieuse et n'oubliaient jamais, mais jamais, les détails d'une conversation, d'une commande ou d'un ordre. Cela permettait aux habitants de l'île d'être, en quelque sorte, en tout lieu, en tout temps, sans le moindre effort, et leur donner un sentiment de puissance infinie. C'est pour cela d'ailleurs que les indigènes élevaient toute cette engeance et permettaient que leur île se salît de toutes leurs déjections. Vous qui prenez soin d'une mascotte, imaginez-vous tout un pays transformé en volière. Gulli apprit donc à ne confier à ces animaux-là que le strict minimum, car toute information, vraie ou fausse, se trouvait instantanément répandue, et nombreux étaient ceux qui avaient dû s'enfuir à la suite d'un scandale, laissant parfois toute une famille ruinée. Car ces bestiaux promettaient beaucoup, mais prenaient énormément. Au début, grisé qu'il était dans sa nouvelle résidence, et soucieux de découvrir, comme nous l'avons déjà dit, quelques secrets ou trouvailles qui eût pu servir dans son pays, si toutefois il le revoyait un jour, il s'était entiché de toute une basse-cour. Il les laissait parler, et s'inscrivait sans y penser à tous les services qui lui étaient proposés. De bonne éducation, comme tout Anglais, il n'avait pour un temps sollicité que ceux essentiels à sa fonction et à ses loisirs, qui consistaient à l'étude, car il était féru d'éducation. Car la connaissance était telle dans cette île que les oiseaux savaient tout ce qu'il y avait à savoir sur tout. Mais, comme il s'en rendit compte par la suite, la plupart de ces informations étaient inutiles, fausses, abusives, trompeuses, et les marchands de l'île utilisaient sciemment les perroquets pour vendre leurs produits, pour certains de façon tout à fait honorable,
mais pour un grand nombre, de manière frauduleuse et malhonnête. Il y avait en particulier une variété de perroquets extrêmement indiscrets, qui apparaissaient sans y être invités et caquetaient sans arrêt toutes sortes de scandales et de tentations, dans la rue, sur les places, et même à table et dans les maisons. Car il y avait entre les éleveurs de perroquets, gens tout à fait respectables, d'autres individus bien moins soucieux des bonnes manières. Parmi ceux qui avaient vraiment réussi dans ce fructueux domaine, on trouvait un certain Signor Mediano, originaire d'une province d'Italie, et M. Softy, un Américain des anciennes colonies, avec qui Gulli s'entretenait souvent au palais, et qui avait acquis un tel pouvoir que sa fortune surpassait déjà celle de plusieurs royaumes. M. Softy était de surcroît une personne tout à fait charmante, et ne s'intéressait guère qu'à son élevage, son seul souci étant de convaincre Gulli d'emmener avec lui quelques-uns de ses perroquets pour les présenter à la cour d'Angleterre. Mais voilà, Gulli était prisonnier involontaire dans cette île exotique, et il devait attendre qu'une opportunité se présentât afin de pouvoir quitter l'archipel. Malgré toute sa réserve et son éducation, Gulli ne put s'empêcher de solliciter des volatiles certains services de relations peu recommandables. À son grand dam, il se laissa plusieurs fois tenter et profita temporairement de rencontres peu dignes d'un sujet de sa majesté. Mais bien amer fut le prix qui lui en coûta, car la nouvelle se répandit aussitôt, et il apprit à être encore plus discret. Il comprit alors l'insouciance première qu'il avait eue de confier son identité au premier oiseau venu, car, tenté par la détaxation des lieux, il avait offert sans y penser ce qui en fait avait le plus de valeur, son parchemin. Utilisant le chantage, les perroquets avaient, sous couvert de service, établi tout un réseau d'espionnage et tenaient sous leur coupe toute la population. Figurez-vous, cher lecteur, que dans cette île, par exemple, tous les livres avaient disparu. Comment, me direz-vous? Eh bien, au début, les perroquets, dont la mémoire était prodigieuse, avaient proposé au roi et à la cour une option de lecture gratuite. C'était tout à fait commode. Plus besoin d'accumuler chez soi les imposants volumes que le savoir requiert. On leur confia donc la tâche de mémoriser toutes les bibliothèques nationales et privées, ce dont ces oiseaux étaient fort capables, et l'on décida par la suite de se débarrasser de tous les recueils. Et ce fut ainsi que le savoir et l'éducation devinrent rapidement des objets sans valeur, ou plutôt de valeur égale au plus déplorable des rameaux. Ne sachant jamais si ce que disait un perroquet était vrai ou faux, ou les deux, on se fatigua vite de lire et d'étudier, et la population ne se faisait d'opinion que sur les avis changeants et contradictoires de la volaille. Les habitants eux-mêmes ressemblaient chaque jour un peu plus aux oiseaux. Les filles ne mangeaient que des graines, ne s'occupant que de l'apparence de leur parure. Les jeunes gens s'adonnaient au jeu, et les adultes se chamaillaient sans cesse, incapables de suivre plus d'une minute de conversation, parlant de tout et de rien, sans avoir pris le temps de mûrir leurs réponses, salissant l'ambiance de leurs discours, ayant pris sur eux tous les défauts des perroquets, mais aucune de leurs qualités. Leur langage même se corrompait de jour en jour, puisque par souci de rapidité, ils mangeaient la moitié des mots, et n'utilisaient guère, telle est leur idée, que des onomatopées, pour se faire comprendre. On était de plus si occupé à parler aux oiseaux, à les écouter, à les nourrir, à les soigner et à les entretenir, que le paysan délaissait son champ, la femme son foyer, le mari son épouse, et les enfants leurs études. Mais chacun s'en accommodait, et M. Softy produisait chaque année des hybrides, pleins de nouvelles qualités, et on se les arrachait, car on supportait bien leurs défauts, au vu de toutes leurs prouesses. Un soir, alors qu'il méditait sur ces faits, un bruit étrange fit sursauter Gulli. Il regarda par la fenêtre et crut apercevoir un mouvement dans la forêt qui bordait son jardin. Les arbres ondulaient, comme au passage de quelques bêtes. Alors qu'il essayait de percer la nuit pour mieux voir,
il crut décerner 2 yeux rouges qui le fixaient. Une nuée de perroquets jacassants s'abattit alors dans la futaie. Leurs cris, d'habitude énervants mais supportables, étaient devenus féroces et cruels. Quel étrange mystère, s'il en fallait un de plus! Fatigué au possible de cet asile de fous qu'il baptisa l'île de l'interné, Gulli décida de récupérer son parchemin et de s'enfuir. De la rencontre que fit Gulliver avec le pirate Craquelefort. L'accès au coffre géant qui conservait les documents était gardé par des insectes de grande taille, comparables à nos frelons, mais d'un aspect encore plus effrayant. Gulli, qui voulait retrouver maintenant son vrai nom de Gulliver, observait le bâtiment de loin. Il se demandait comment il pourrait bien parvenir à pénétrer dans ces lieux. Quelque part, se disait-il, il devait y avoir une fuite, un accès, afin de reprendre le précieux document qui attestait de son nom et de son origine. Il entendit alors derrière lui un bruit qui le fit sursauter. Son effroi grandissait à mesure que la troupe menaçante s'approchait de lui. L'air était tendu. Gulliver aperçut alors sur l'épaule d'un individu trapu, fort, l'œil mauvais, qui paraissait être le chef, un perroquet dont le bec avait été fermement attaché par une cordelette. « Bonsoir, monsieur Gulliver, nous vous attendions. » Tremblant d'effroi, Gulliver se rendit compte qu'il avait affaire à des pirates. « Nous savons pourquoi vous êtes ici, et nous poursuivons un peu le même but, » lui dit, comme pour répondre à une question informulée, Craquelefort, le chef de la clique. « Comment pouvez-vous savoir cela? Je n'en ai parlé à personne. » Le pirate lui présenta alors un nouveau perroquet, qu'il avait volé à la maréchaussée, et qui devinait jusqu'aux pensées des gens, en étudiant sur le visage les expressions qui trahissent immanquablement les émois intérieurs. « Je comprends alors que je suis à votre merci. Rien ne vous empêche de me livrer aux autorités, et je serai jugé pour un acte avant même de l'avoir commis, coupable que je serai d'en avoir seulement effleuré l'idée, » se résigna Gulliver. « Oh, mais vous ne nous intéressez pas. Notre but est tout autre. Vous pouvez par contre certainement nous aider. Révélez-nous donc le code spécial d'accès au palais, celui qui vous permet d'entrer et d'y siéger, afin de pouvoir investir les lieux. » Pris au piège, Gulliver acquiesça. Il leur tardait la tombée de la nuit. On se décida enfin. Gulliver se mêla malgré lui à cette expédition, terrassé à l'idée de se faire prendre, lui, un notable. Le temps n'était plus à la reculade. Il savait que sa situation était des plus périlleuses, et il lui fallait quitter l'île au plus tôt. Les soldats frelons s'étaient endormis, la nuit était noire, et la bande ne se fiait qu'aux étoiles. On atteignit enfin le fort. « C'est ici, regardez !» Une trappe, en effet, permettait aux perroquets rapporteurs d'entrer et de sortir sans être inquiétés, et d'accumuler, comme autant de preuves à charge, tous les faits et gestes des citoyens de l'île, leur fausse identité ne leur servant plus ici d'alibi. Quelqu'un le toucha. Il sursauta. « Voici le vôtre. » Gulliver ne put s'empêcher ses mains de trembler. Craquelefort avait tenu parole. Ô précieux document! Des larmes d'émotion le secouèrent. « Et voici les miennes. »« Les vôtres. Comment pouvez-vous avoir plusieurs identités réelles ?» Et c'est ainsi que Gulliver apprit encore davantage, s'il le fallait, des méandres de cette société. Mais l'heure n'étant plus au débat, le gang s'affaira sans plus rien dire. On fit main basse sur de nombreux écrits, dont certains très compromettants. Tout ceci servira en son temps pour commettre d'effroyables crimes, dont le lecteur, coutumier de nos temps, ne pourra malheureusement que deviner l'ampleur et l'audace. « C'est bon, partons !» Et le groupe s'en alla sans bruit, prenant le chemin par lequel il était rentré. Ce fut alors qu'une lumière aveuglante les surprit tous. « Rendez-vous !» Gulliver paniqua. Son heure était venue. Du jugement et de la condamnation de notre personnage.
Du fond de sa prison, Gulliver repensa aux derniers événements qui l'avaient conduit au cachot. Sa méditation fut de courte durée. On le tira sans ménagement vers le tribunal où son jugement fut très suivi. Des milliers de perroquets avaient envahi la salle et piaillaient sans arrêt. Étourdi par tant de raffus où se mêlaient le vrai, le faux, l'imaginaire, le probable et le possible, où les magistrats implacables et le jury déchaîné avaient déjà décidé de son sort, Gulliver se tint coi. De tous les prévenus, seul Craque le pirate fut gracié, à la demande spéciale de M. Softy. Il irait sûrement rejoindre son élevage en condition d'esclave, mais tous ses lieutenants furent condamnés. Personne ne contesta. Puis vint le moment de la lecture de sa propre affaire. Il eut droit à tous les chefs d'inculpation possibles et imaginables, alourdis des interprétations les plus folles, que transmettaient sans arrêt les perroquets jacassants. Était-il un espion? Voulait-il voler le secret des perroquets pour le vendre à d'autres? Que savait-il de nous, de nos affaires et de nos trafics? Comment était-il entré dans le fort au parchemin? Tous le condamnaient, car au fond, tous se savaient eux-mêmes coupables, parce que dans cette île où tout semblait permis, tout était en fait répréhensible. On décida donc de le jeter sans tarder en pâture à l'araignée. En face de lui, l'animal, velu et gluant, était particulièrement effrayant. Imaginez-vous la plus impressionnante des migales, grossie plus de 100 fois. Gulliver en était terrifié, et son sang se glaça. C'était donc ça la créature qui avait bouleversé sa nuit. Il ne bougea pas. Lui qui avait affronté tant de périls et voyagé sur tant de mers, voilà que son destin était de terminer ainsi. Ce qu'il ne savait pas, cher lecteur, c'est qu'il n'était que le fruit de l'imagination d'un écrivain, votre serviteur, et que celui-ci lui réservait un sort bien plus enviable. Mais de ceci Gulliver n'avait aucune idée et ne se souciait guère. Il était le plat de choix au menu d'une araignée. L'animal s'approcha de lui, mécaniquement, pas à pas, avec des yeux globuleux et vitreux, un corps repoussant et des chélicères prêts à le digérer sur le champ. Mais un bruit soudain détourna son attention. On venait de lui offrir un autre condamné, qui, rempli d'horreur, se débattait furieusement. L'araignée, excitée par ce comportement, changea de direction. Gulliver en profita pour s'échapper et atteignit enfin le port, si ému de retrouver sa barque qu'il en pleura. Il embarqua prestement et, aussi vite que le lui permettait son corps secoué d'émotion, il gagna enfin le large, son précieux parchemin serré contre la poitrine. Où l'on apprend le secret de l'île. Un perroquet l'avait accompagné. Gulliver dormait déjà, effondré par tant d'événements, et ce ne fut qu'au matin qu'il découvrit le funeste volatile. Sa première réaction fut une panique insensée. Il voulut tuer l'animal d'un coup de rame. Mais il se ravisa et profita au contraire de l'aubaine pour interroger le perroquet, maintenant séparé du reste de ses congénères. « Que savez-vous donc de l'araignée » lui demanda-t-il. « Cette information est classée, » lui répondit l'animal. « Je ne peux en aucun cas vous la divulguer. »« Très bien, mais je pense que ce code vous y incitera, ainsi que ces quelques cacahuètes. » Entre deux bouchées, l'animal lui conta alors en détail toute l'histoire de l'île, l'existence de l'araignée, la raison de la présence des perroquets, et l'empressement dont avait fait preuve M. Softy et tant d'autres pour qu'il en fût ainsi. Au début, l'île était inhabitée, et l'araignée, bien plus petite, arriva, poussée là par je ne sais quel fil de la Vierge. Elle s'installa sans plus attendre et commença sa carrière d'aranéide. Son corps sécrétait une substance mielleuse le long des fils de sa toile, et les perroquets, tout à fait ordinaires en ce temps-là, en raffolaient. Or, cette sécrétion était dopante, les rendant de plus en plus intelligents, et ils y prirent un goût excessif, s'empressant de nourrir à qui mieux l'araignée, au début de leur déjection, puis en lui amenant quelque insecte qu'ils avaient capturé.
Or, plus l'araignée mangeait, plus elle grossissait. Plus elle grossissait, plus elle étendait sa toile, où les perroquets trouvaient chaque matin leur sucre préféré. Les volatiles comprirent alors, puisqu'ils le pouvaient maintenant, qu'elles ne pourraient survivre sans un apport plus copieux de nourriture. Et grâce à l'aide de M. Softy et d'autres truands de son espèce, qui avaient débarqué bien longtemps auparavant, il se créa alors tout un réseau, toute une organisation, dont Gulliver mit à jour les rouages et dont il faillit être la victime. Ainsi allait l'île aux perroquets. Les voyageurs, attirés par les prouesses des psittacidés, émus par leur propre convoitise, se jetaient goulûment sur son rivage. Les perroquets, au début affables et utiles, quoique envahissants, se transformaient rapidement en de cruels accusateurs, et la justice aveuglée condamnait au milieu des coupables de pauvres innocents dont l'araignée répugnante se repaissait. Quant à elle, elle ne manquait pas de produire ce miel exquis qui rendait les perroquets si intelligents, et les gens entendus de l'île maintenaient secret et en bon fonctionnement tout le réseau de câbles et de filaments que produisait l'horrible bestiole, tout en utilisant pour leur richesse personnelle la prodigieuse capacité de mémorisation et de communication des volatiles. Ainsi se termina l'aventure de Gulliver dans l'île aux perroquets. Il ne put se résoudre à tuer l'animal, le mettant sur un morceau de bois que le courant du nord-ouest ramènerait certainement au rivage. Après avoir inspecté minutieusement son embarcation, la nettoyant de tout œuf d'araignée, de bouts de toile et de déjections de perroquets, il leva la voile, et le vent l'emporta loin des rivages maudits de l'île. Quel danger cela serait si cette araignée trouvait le moyen d'atteindre la civilisation, pensa-t-il avec effroi. Sachant les hommes faibles et leurs passions dévastatrices, Gulliver craignait qu'une telle créature, si elle étendait sa toile, ne parvint à se sustenter de l'humanité tout entière. Il consigna donc dans son journal de bord tous les détails de ses exploits, avec force croquis et explications, sachant qu'il faisait là œuvre utile. Il espérait qu'en consultant ses notes, les marins qui viendraient auraient la sagesse de bien canonner l'île, afin d'y tuer le monstre, si toutefois celui-ci vivait encore, car, ne pouvant étendre sa toile au-delà des mers, il serait d'ici là certainement mort de faim.